J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est enfin l'été, la saison des balades dans la nature. Mais si vous voulez éviter de vous retrouver dans une de mes vidéos, évitez les road trips en solo. Oui, c'est tout pour l'intro, j'avais pas mieux. Bonjour à tous, on part pour l'Ariège, on perd pas de temps aujourd'hui. Et on va parler d'une affaire qui concerne Julie Michel. Julie, c'est une jeune femme de 26 ans qui est passionnée de voyage, elle passe son temps en road trip, elle est partie pendant 2 mois seule en Amérique latine. Bref, c'est une jeune femme autonome qui n'a pas peur de prendre la route. Le 11 juillet 2013, elle va quitter Lyon où elle habite pour rejoindre son petit ami à Lacanau. Ils vont passer quelques jours ensemble et elle va ensuite reprendre la route seule de son côté. Son petit ami repart vers Nantes. Elle a prévu de repartir vers la côte basque tranquillement dans sa Renault qu'elle a aménagée en break pour pouvoir y dormir. Et donc le 16 juillet 2013, elle va appeler sa mère comme elle le fait tous les 2-3 jours pour la prévenir de son itinéraire. Elle va passer quelques jours en Ariège avant de redescendre vers la côte. Mais les jours vont passer et Betty, sa mère, va se rendre compte qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille Julie. Les nouvelles tardent à venir, mais sa fille est grande, elle est en vacances, elle est avec son amoureux, elle ne s'inquiète pas tout de suite. Mais fin juillet, la famille est attendue pour le mariage d'un cousin de Julie et on n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Et donc là, Betty, sa mère, va comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Elle va donc signaler la disparition inquiétante de sa fille et à la fin du mois de juillet, c'est la voiture de celle-ci qui sera retrouvée. On va la retrouver sur le parking du port de Lers en Ariège. C'est un endroit à peu près 1500 mètres d'altitude, un point à visiter. Et en fait, dans ce col montagneux, on a une vachère qui va remarquer cette voiture qui ne bouge pas du parking, qui va prévenir un autre berger qui, lui, va alerter les autorités. Et sur place, on va se rendre compte que toutes les affaires de Julie sont dans sa voiture. On a ses vêtements, on a son téléphone, son ordinateur, on a son réchaud, de quoi faire à manger, la nourriture, enfin bref, vraiment tout. Le genre d'affaires qu'elle n'aurait pas pu laisser derrière elle volontairement. Et on remarque aussi que la voiture est fermée à clé. On le sait donc maintenant, quelque chose est arrivé à Julie. Bon, maintenant qu'on sait que Julie a disparu, il faut essayer de trouver quand est-ce que c'est arrivé, parce que c'est important. Les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est arrivée en Ariège, à Massa, ou Massat, dites-le moi si vous le savez, il y a un T à la fin, le 18 juillet. À l'époque, on a un marché nocturne et on y aperçoit Julie. Et le lendemain, on la voit sur le fameux parking où on retrouve la voiture. Elle avait prévu de monter pour visiter l'étang qui s'y trouve et elle a dormi dans sa voiture. Le lendemain, donc le 19 juillet, entre midi et 13h, il y a un parapentiste qui va la croiser sur le parking, elle est en train de manger. Et Julie, c'est une bavarde, donc elle va essayer d'entamer la discussion avec ce parapentiste qui lui est un peu pressé, donc il ne prend pas le temps de lui parler, sauf que c'est la dernière personne qui la verra vivante. Donc on sait que la disparition, elle a eu lieu le 19 juillet, mais après. Et bien après, l'enquête va démarrer et on va partir sur plusieurs pistes, des pistes classiques et des pistes un peu moins classiques. La première qu'on va explorer, c'est la question du... On pense que Julie aurait peut-être voulu disparaître, que ce soit définitivement, ou même changer d'identité. Sa mère, lorsqu'elle est interrogée, va dire que Julie était un peu originale et décalée, elle en avait marre de la société de consommation et voulait changer de vie, revenir aux choses essentielles. Elle voulait acheter un petit bout de terre sur la côte basque pour s'y installer. Donc l'idée de la disparition volontaire, pourquoi pas, ça pourrait coller avec sa personnalité. Mais la mère de Julie, Betty, elle n'y croit pas du tout. Même si on a quand même un élément qui est intéressant, c'est le fait que la voiture, elle ait été fermée à clé. Ça pourrait être un acte volontaire de Julie qui part en laissant toutes ses affaires derrière elle. Et d'ailleurs, on a des témoins de Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne, qui vont dire avoir aperçu une jeune femme qui pourrait ressembler à la description de Julie, une SDF qui se ferait appeler Charlotte. Bon, le problème, vous le voyez venir, c'est que cette fameuse Charlotte, on n'a jamais réussi à la retrouver. Betty, donc la mère de Julie, va dire par rapport à cette disparition: « Au départ, je me disais peut-être qu'elle était partie, mais je n'y crois plus vraiment. J'écarte complètement le suicide car elle aimait la vie. » Bah oui, Julie, elle est jeune, c'est une aventurière, elle a son petit ami, elle part en road trip régulièrement, elle a tout pour être heureuse dans sa vie, donc cette thèse de la disparition, ça ne colle pas vraiment. Donc pour les gendarmes, si ce n'est pas volontaire, ça peut être accidentel, notamment dans cette région. On est dans un col montagneux, on est en altitude, 1500 mètres, une chute est vite arrivée, et dans ce cas-là, on n'aurait pas de nouvelles de Julie. Et elle avait d'ailleurs écrit à son petit ami à 9h le matin qu'il faisait frais et qu'elle avait prévu de grimper dans la montagne. Donc,
pourquoi pas. Et les gendarmes, eh bien, ils vont faire des recherches, ils vont appeler l'hélicoptère, on va faire des battues, mais on ne va pas retrouver le corps de Julie. Et donc enfin, on va partir sur une piste un peu plus surprenante, celle de la secte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ariège et donc Massa, cette région-là, c'est une région qui a été connue, notamment dans les années 70, après mai 68, pour ses communautés hippies. On a beaucoup de communautés qui se sont installées sur des terrains pour vivre ensemble, cultiver la terre, et on a appelé cet endroit la vallée des hippies. Et ces communautés, on les retrouve toujours au marché nocturne. Donc pour Julie qui rêve de liberté, de retour aux choses essentielles, à la nature, eh bien ça pourrait coller. Surtout que sa mère l'a décrit comme fragile psychologiquement, facilement influençable. Et les investigations ont montré qu'elle était en contact avec un gourou belge, en tout cas avec une intermédiaire. On l'a vu notamment dans ses échanges de mails. Et cette piste, elle va être creusée, la responsable de la secte, elle va être auditionnée en garde à vue, mais cela ne donnera rien. Et donc le temps passe et aucune piste n'aboutit. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Depuis 2013, Betty va se battre et multiplier les appels à témoins pour essayer de retrouver sa fille. Et elle ne va pas s'arrêter à l'Ariège puisqu'elle va coller des affiches un peu partout, du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'Aquitaine. On a des affiches de Bordeaux jusqu'à Perpignan. Elle va aussi créer une association, Notre Cœur pour Julie, pour essayer de recueillir des fonds pour pouvoir continuer les recherches. Parce que les recherches comme ça de particuliers, eh bien ça coûte de l'argent pour les détectives privés pour ce genre de choses. Et ça va marcher d'une certaine façon. Parce que Betty va recevoir des témoignages anonymes, plus ou moins crédibles, mais elle va aussi recevoir l'aide d'un homme, un homme qui s'appelle David Duval et qui, lors de ses vacances, va voir l'affiche et va être touché par cette situation. Donc il contacte Betty et à partir de 2016, il consacre chaque été une semaine à venir dans la région pour fouiller la montagne, littéralement. Chaque année, il va arpenter la montagne pour essayer de retrouver le corps de Julie. Il a même acheté un drone pour quadriller la zone. Il retourne chaque pierre. Il est réellement investi dans cette recherche. Le problème, c'est que malgré toute sa bonne volonté, eh bien ses recherches, elles n'aboutissent pas. À un moment, il va retrouver une chaussure en cuir, sauf que on va se rendre compte qu'en fait, elle est postérieure à la disparition de Julie, donc de toute façon ça ne pourrait pas être la sienne. Et le procureur de Foix qui est en charge de cette affaire, eh bien il manque aussi d'idées. Mais ça c'est jusqu'en 2017, parce que cette année-là, Betty va recevoir un témoignage anonyme de plus, mais qui est intéressant. Ce témoignage, il vient du nord-est de la France, d'une jeune femme, et celle-ci explique qu'elle aurait entendu parler de faits graves qui se seraient passés dans la région où était Julie, au moment où elle y était. Le témoin en question aurait accusé un jeune homme, et le nom est dans la procédure, et il aurait dit à ses amis avoir fait une connerie, et avoir transporté un corps de l'Ariège. On a enfin un début de piste, mais c'est là que ça se gâte. Le juge classe le dossier. Est-ce que vous êtes aussi frustré que moi? On a enfin une piste, et malgré tout, eh bien, le procureur va décider de classer cette affaire le 2 mai 2018. J'en profite pour vous le rappeler, le classement sans suite, donc c'est une décision du procureur qui peut avoir plusieurs causes. Soit c'est parce que l'infraction n'est pas assez caractérisée, il n'y a pas d'éléments qui prouvent réellement qu'il y a eu cette infraction. Soit on a un défaut d'éléments, on sait qu'il y a une infraction, mais par exemple on est incapable d'identifier l'auteur, on va pas le retrouver. On peut aussi avoir le retrait de la plainte de la victime, ou alors le fait que le dommage ait déjà été réparé. Si entre-temps, par exemple, l'objet qui avait été volé avait été restitué, ce genre de choses par exemple. Et on peut aussi avoir un préjudice qui est trop faible et le procureur estime que ce n'est pas nécessaire de continuer de poursuivre. Et donc une fois que cette décision de classement elle est prise, eh bien le procureur il va aviser à la fois la victime, donc qui s'est plaint de l'infraction, mais aussi l'auteur présumé des faits quand il y en a un. Et donc les victimes, si elles ne sont pas satisfaites de cette décision, elles vont avoir plusieurs possibilités. Soit elles réunissent de nouveaux éléments qu'elles soumettent au procureur qui décide ou pas de réouvrir l'affaire. Soit elles vont contester ce classement sans suite auprès du procureur général de la cour d'appel. Soit elles peuvent saisir directement le tribunal avec ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Elles la déposent auprès du doyen des juges d'instruction, le plus vieux, et c'est lui qui va reprendre l'affaire. On a la citation directe, là en fait c'est on assigne l'auteur présumé devant le tribunal correctionnel, sauf que c'est quand même très risqué parce qu'on a une consignation, donc de l'argent qu'on laisse au cas où on perde, et il faut que le dossier soit vraiment béton, parce que sinon
on va facilement perdre tout cet argent. Et on peut aussi, dans certains cas, saisir directement les juridictions civiles et pénales pour uniquement la réparation du préjudice. Bon, ça c'est un peu à part. Donc, après ce que je vous ai dit, vous vous en doutez, Betty, elle est furieuse de ce classement qu'elle ne comprend pas parce qu'elle s'est battue pendant des années pour avoir des pistes et maintenant qu'elle en a une, eh bien le procureur ne l'écoute pas. Surtout qu'on lui avait expliqué clairement, quand il y a eu ce classement, cet arrêt des recherches, que si de nouveaux éléments apparaissaient, eh bien l'affaire serait réouverte. Et à ce moment-là, elle a vraiment l'impression que les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues. Donc elle demande, elle, qu'on explore les pistes qui restent parce qu'on a le relevé des téléphones qui ont borné dans la zone, on en a 2000, et elle demande à minima qu'on compare si le téléphone du jeune homme qui est visé par le témoignage anonyme, eh bien il était dans la région ou pas. C'est déjà un premier pas. Mais on ne fait pas ces vérifications. Et je vous précise qu'à l'époque, en 2013, on n'a pas relevé l'ADN de Julie dans ses affaires, dans la voiture, alors qu'on aurait pu le faire. Et ça pose problème parce qu'elle avait quand même pour projet de descendre la côte et d'aller vers l'Espagne. Et donc si elle est bien arrivée en Espagne et que malheureusement elle y est décédée, eh ben on ne pourra pas comparer en fait les cadavres de là-bas avec son ADN. Interrogé là-dessus, le procureur de Foix va s'expliquer sur ce classement et il va dire: ce dossier a effectivement été classé sans suite par mon prédécesseur dès avant ma prise de fonction à Foix. Mon parquet a effectivement été sollicité par madame à plusieurs reprises et j'ai missionné à plusieurs reprises l'ASJOA afin de la recevoir. Bien que des échanges aient eu lieu, elle n'a pas souhaité être reçue par le service d'aide aux victimes de cette association que j'avais missionnée. Bah oui, mais Betty, elle, ce qu'elle explique en réponse, c'est qu'elle attend d'être reçue par des magistrats qui font l'enquête, et pas par les services de psychologues qui aident les victimes à vivre le deuil, à traverser cette épreuve. Elle, ce qu'elle veut, c'est que le dossier, il avance. Depuis la clôture de cette affaire en 2018, vous l'avez compris, Betty n'a de cesse de se battre. Elle est aidée chaque année par David, mais aussi par d'autres personnes qui participent à faire des battues, des recherches dans la montagne. Et le fameux David, il s'est même rendu chez le témoin anonyme pour récolter un témoignage plus précis pour pouvoir le donner au procureur. Quand je vous dis qu'il a investi, il est réellement investi, cet homme. Betty, aujourd'hui, elle est certaine que sa fille n'a pas disparu au port de Lers. Parce qu'il y a eu tellement de recherches, tellement de battues. On a vraiment retourné chaque pierre, centimètre carré par centimètre carré, pendant des années. Donc, malheureusement, s'il y avait un corps là-bas, si elle avait chuté, qu'elle avait eu cet accident mortel, on l'aurait retrouvé. Ça, c'est certain. Betty a saisi le pôle Cold Case, que vous connaissez par cœur maintenant, en espérant qu'il accepte de reprendre cette affaire. Elle attend une réponse et elle envisage aussi avec son avocat d'autres pistes. Betty envisage de saisir le procureur de la Vendée parce qu'elle arriverait à rattacher la disparition à ce ressort géographique et juridique. Et donc son souhait, c'est de tout faire pour contourner ce classement sans suite de 2018 et relancer l'affaire. Et donc je vous remets à l'écran l'avis de recherche qu'elle avait publié parce qu'il y a le numéro de téléphone et que c'est important, si vous avez des éléments, des pistes, de les communiquer. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Julie? Est-ce que vous trouvez qu'une des pistes est plus cohérente qu'une autre? Personnellement, j'ai tendance à pencher pour la mauvaise rencontre parce que malheureusement, si c'était un accident, on aurait fini par retrouver son corps à un moment. Donc soit une mauvaise rencontre et quelqu'un l'a amené plus loin, potentiellement le témoignage qu'on a eu dans le Nord, ou peut-être quelqu'un qui l'a tué sur place et qui a caché le corps. Mais vu toutes les recherches qu'il y a eu, ça, j'y crois vraiment pas. Les procureurs, à un moment, ils sont obligés de classer une affaire parce que continuer les recherches suite à une plainte ou une disparition, c'est beaucoup de coûts, beaucoup de personnel mobilisé, et des fois, on ne trouve rien. Sauf que le problème, c'est que ça va laisser les familles dans l'incompréhension. À votre avis, le procureur aurait dû faire des recherches suite au témoignage du nord de la France, ou est-ce que c'était trop vague pour mettre autant d'argent et d'efforts dans ces recherches? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. On se retrouvera dans la prochaine, qui sera déjà le numéro 10. Et oui, le temps passe vite. D'ici là, prenez soin de vous, et puis à la prochaine!